Coucou. Donc en me levant ce matin, en cette magnifique journée de confinement, je me suis demandé quelle raison valide j'avais de procrastiner. Puis là, je me suis dit, hey, Mathieu, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de bons vidéos de maths faites par des Québécois. Je devrais peut-être en faire un. Puis là, après, j'ai réalisé que le mien, ben, il serait réellement pourri parce que j'ai pas préparé grand-chose. Mais bon, on va essayer de voir ensemble c'est quoi un tenseur. Donc la première chose à faire, évidemment, c'est de se demander ben, à quoi ça sert. À quoi ça sert un tenseur. Donc on va demander ça plus tard, mais en gros, se demander à quoi ça sert un tenseur, ça revient à se demander à quoi ça sert les applications linéaires en des espaces vectoriels. Ça sert essentiellement à faire de l'algèbre linéaire. Donc c'est intéressant d'un point de vue purement mathématique, mais c'est aussi intéressant d'un point de vue physique, parce que les physiciens, c'est souvent des personnes trop larges pour faire quelque chose de plus compliqué que de l'algèbre linéaire. Ouais, donc les tenseurs, ça devrait être un langage naturel pour eux. Pour ces gens lâches-là, dont je fais partie. Euh, et en effet, les tenseurs apparaissent partout en physique moderne. Ils apparaissent en relativité restreinte, ils apparaissent en relativité générale, qui est la théorie de la gravité à une échelle classique. Ils apparaissent en théorie des quantiques des champs, ils apparaissent en théorie des cordes, et ils apparaissent à plein d'autres places. Mais surtout, leur force, c'est qu'ils dépendent ultimement pas d'un choix de coordonnées. Et aussi que leur notation est vraiment fraîche. Maintenant, bon, on va faire une petite introduction. Donc ici, je te dis simplement qu'est-ce que j'assume. Introduction. Qu'est-ce que j'assume que tu connais? J'assume que tu connais le jeu linéaire de base. Donc au niveau des espaces vectoriels, des applications linéaires et de leur dual. Donc pour ceux qui veulent une approche beaucoup plus, si vous voulez, formelle, basée sur des notions de fibré vectoriel et autres notions plus abstraites comme ça, ben, cette vidéo-là vous satisfera pas vraiment. Donc, tant pis pour vous. Ouais, en gros, comme on va voir, un tenseur, intuitivement, c'est juste une application multilinéaire donc, c'est essentiellement une application qui prend plusieurs copies d'un espace vectoriel et qui l'envoie dans un corps. Ouais. Donc, on va y aller mollo, puis notre premier point, on va considérer un espace vectoriel V, qui est une opération d'addition, une opération de multiplication, qui va être définie sur le corps des réels, par amour de la simplicité, mais c'est de la discussion qu'on va avoir marcherait pour toutes les corps de caractéristiques 0. Donc ça marcherait aussi pour C, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on considère. Ensuite, je rappelle brièvement que l'espace dual de V, qu'on note V étoile, est défini comme l'ensemble des applications linéaires que je note de VR, dans le fond, que je vais noter homme VR. C'est une notation standard. Et un des éléments typiques de cet espace-là, c'est écrit comme suit. Donc, oméga va être défini comme le produit scalaire de oméga avec un élément de V. Donc, cette map ici, cette application ici, prend vraiment V et l'envoie à R. Ok. Donc, en langage plus commun, qu'est-ce que cette phrase mathématique-là veut dire? C'est que oméga, ben, il mange des vecteurs et il chie des nombres réels. Donc il chie R. Pas grand-chose qui chie R dans la vie. Mais oméga, il chie R. Ok. Puis, par la définition que je viens de donner, il est quand même facile de montrer que V étoile est lui-même un espace vectoriel. Donc ça nous permet d'écrire de façon similaire V
est égal, comme est égal à les applications linéaires de V étoile à R. Ou encore une fois, un élément typique s'écrit comme V, défini comme suit, de V étoile par R. Ok. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'idée dans la notion de tenseur, dans la définition d'un tenseur, c'est de généraliser la notion d'application linéaire à une application multilinéaire. Donc ce serait de tenseur égale généralisation de la discussion plus haut. Ok. Donc l'étape suivante, avec ce que je viens juste de vous dire, ça serait de considérer, premièrement, l'espace vectoriel suivant. Donc le produit cartésien de V et V, qui je le rappelle est juste défini comme l'ensemble ordonné des éléments dans V et V. Donc A appartient à V ici et B appartient à la copie ici. Encore avec l'opération d'addition et l'opération de multiplication. Et encore une fois, par amour de la simplicité, je considère que cet espace-là est défini sur le corps des L. Ok. Donc une façon naturelle, si on veut, de définir une application qui est maintenant bilinéaire. Donc, on peut essayer de définir sur V3B serait la suivante. Donc, on va appeler ça T. On va appeler cette application de T. Elle va avoir deux entrées. Et là, je viens d'introduire un nouveau symbole, ici, qu'on appelle produit tensoriel. Il va être défini comme oméga produit tensoriel sigma, qui est simplement une application qui prend A et B et qui l'envoie à R. Et T, ça va être ce qu'on appelle un tenseur, et ce tenseur-là, comme je dis, est une application linéaire de V à R. Donc un tenseur, essentiellement, ou T pour l'instant, c'est simplement un élément de cet espace-là. Et ouais. Ce produit tensoriel ici-là, il est défini par la règle suivante. En fait, c'est la définition du produit tensoriel qui va donner la définition de T, ultimement. Donc, le produit tensoriel est défini par la règle suivante. Donc, T AB est défini comme oméga A produit tensoriel sigma B. Tensoriel sigma B. Comme ceci. Et comme ok, oméga et sigma sont de façon indépendante deux applications linéaires de V dans R. Donc ceci appartient à R et ceci appartient à R. Et le produit tensoriel de deux objets dans R vit dans R. Donc, le produit tensoriel de deux nombres est un nombre. Donc ultimement, TAB vit dans R. Comme on veut. Ok. On a l'avantage de travailler sur des objets qui s'appellent des espaces vectoriels. Le produit cartésien d'espace vectoriel est un espace vectoriel. Si on met de côté les possibles problèmes qu'on aurait à considérer des espaces infinis. Et ce qui est le fun, c'est qu'il y a un lemme en mathématiques qui s'appelle le lemme de Zorn. Donc lemme de Zorn,
qui nous dit que ce lemme-là, il implique que c'est possible de construire une base d'un espace vectoriel tel que TQ, ça veut dire tel que on peut écrire oméga. Je rappelle l'oméga, c'est l'objet ici. On peut écrire oméga comme une somme. Ok, donc ça, ici, c'est l'élément de la base, et ça, ici, c'est un coefficient qui, dans notre cas, appartient à R. Donc, c'est une combinaison linéaire, où epsilon mu est la base, et mu, il appartient au nombre de 1 à la dimension de V étoile, comme ceci. Et de façon similaire, pour les objets dans les espaces vectoriels, on peut écrire A, par exemple, comme AI, EI, qui est la base de notre espace vectoriel, où I maintenant appartient à dimension, jusqu'à la dimension de V. Mais en général, je dis en général parce que il y a peut-être des espaces infinis faqués où ce que je vais écrire est pas vrai, mais en général, on a tout le temps ça. Ok. Ouais. Et juste le fait que les dimensions soient égales, c'est un indice qu'on va vérifier en fait plus tard que l'étoile est isomorphe à V. C'est juste un indice, c'est pas encore un preuve, mais c'est juste un indice. Et aussi, en utilisant... Bon, je vais pas expliquer ici, mais en général, on n'écrit jamais la somme. Ça s'appelle la convention d'Einstein. On n'écrit jamais les sommes. Quand on a deux indices qui se répètent, on les somme automatiquement. Donc dans ce qui va suivre, je vais tout le temps utiliser une notation comme ça, et je vais laisser tomber la somme. Ouais. Ok. Et en utilisant un algorithme comme celui de Gram-Schmidt, on peut en général demander la condition suivante. Donc, on a en général ceci. Où cet objet-là qui s'appelle le delta de Kronecker est égal à 0 si mu n'égale pas i, et 1 si mu égale i. Bon. Donc en utilisant cette base, ces bases-là, et la bilinéarité, on a localement, donc, on a l'expression suivante pour TAP. Donc par définition, on peut écrire ceci. En utilisant la linéarité, on peut réécrire ça comme ça. Et en utilisant la condition ici, on a ça. Cette expression-là pour TAB. Donc TAB, en pratique,
il se calcule comme ça. Donc l'action, si on veut, de t sur euh, le couple AB, c'est ça. Ça, c'est écrit comme ça. Mais en soi, t, c'est un objet à part entière, dans le sens où on peut aussi l'écrire comme ceci, de par sa définition. Ici, ça veut dire entrée vide, donc il n'y a rien. Donc vide. Produit tensoriel. Donc ici, j'utilise juste l'expansion à partir de la base. Ici, j'utilise la linéarité. Et cet objet-là, je vais l'appeler autrement. Je vais l'appeler T minu. Donc on a T minu. Ça, c'est par définition, c'est juste introduire un nouvel objet T qui a deux indices, qui est égal à oméga mu et sigma nu. Dans cette base, comme ça. Évidemment, juste pour faire ressortir le fait que T mange A et B pour chier un nom réel, on peut écrire ça comme ça. Et souvent, quand on parle de T, bon, quand on parle de T ici, on parle souvent juste des coefficients T, nu, nu. Et ces coefficients-là, ben, sont évidemment indépendants du choix de base, juste par cette expression ici. Essayez de vous en convaincre, c'est plutôt facile à voir. Donc, ça nous montre que les tenseurs, en fait, c'est un objet mathématique très puissant. Et c'est aussi un excellent candidat pour formaliser mathématiquement un univers dans lequel les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels. Donc, seraient les mêmes dans peu importe le système de coordonnées qu'on choisit. Et ça se trouve que notre univers, ben, il est comme ça à grande échelle. Si je fais une expérience chez moi, ou si je la fais à l'école, ou peu importe où, si je la fais, ouais, peu importe je la fais où, ben, les résultats vont être les mêmes. Donc c'est un indice que dans notre univers, ou du moins à l'échelle classique, les lois de la physique sont pareilles dans tous les référentiels. Et c'est l'une des réalisations les plus importantes que Albert Einstein a fait dans les années 1900. Donc, juste avec des petits calculs comme ça, on voit que les tenseurs, c'est un langage naturel pour parler de la gravité, à l'échelle classique du moins. Ok, donc, mettons ce sommaire de qu'est-ce qu'on vient de faire. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de construire une application que je vais maintenant dénoter comme suit, pour des raisons qui vont devenir évidentes bientôt. Au début, je l'appelais T, mais maintenant, je vais l'appeler T02. Qui était défini comme cette application-là, oméga tenseur sigma, qui était littéralement une map, pardon, de V croix V à R. Dans le sens où A et B étaient envoyés à un nombre qui appartient à R. Ok. Et formellement, T02 est un élément de homme V croix B R
qui était, encore une fois, je le rappelle, défini comme produit tensoriel de V étoile avec lui-même, qui se résume à être les applications de V croix V à R, comme j'ai écrit plus haut. Et on voit, en regardant ce petit sommaire-là, que ça généralise très facilement ce qu'on vient de faire. Donc, généralisation. Donc, si on prend un élément de l'espace suivant, de W, où W est défini comme le produit cartésien de P copie de V étoile, avec le produit cartésien de Q copie de V. C'est un élément de cet espace-là, en fait, oméga, ou laissez-moi l'écrire différent, un élément qui, donc, oméga appartient à W, va typiquement ressembler à oméga égale oméga 1 jusqu'à oméga P, P1 jusqu'à VQ. Ok. Et si on répète la logique qu'on a développée plus haut, un tenseur général, général dans le sens où P et Q peuvent prendre n'importe quelle valeur, ou, laissez-moi l'écrire différent, non, un PQ tenseur général, donc on vient d'effacer général, s'écrit alors comme TQP Donc un PQ tenseur, ça peut être une application multilinéaire de W à R. Voilà. Et si on développe localement, donc localement, si on utilise des bases de... Ok, donc mettons si VI est généré par l'ensemble des EI, des EMUI et VI étoile est généré par l'ensemble des epsilon MUI. Alors, ok, si. Alors, on écrit TQP localement comme suit.
Et en général, encore une fois, on fait que parler, dès qu'on parle du PQ tenseur, ici, on fait que parler de son expression écrite comme celle-ci. Et peut-être pour être clair, comme j'ai mentionné avant, si vous vous rappelez avant, j'avais quelque chose comme ça. Eh bien alors, ici c'est vraiment similaire dans le fond. On va voir oméga mu 1, c'est oméga mu p. Sigma, oups, V. Ok, mais V ressemble beaucoup trop à mes mu, donc V. Donc, de façon générale, un tenseur, c'est ça. C'est une map, d'un produit cartésien de l'espace vectoriel et son dual vers R. Donc c'est essentiellement, comme j'ai dit plus tôt, une map multilinéaire. Ok, c'est un petit peu abstrait quand je regarde ça comme ça, donc je pense que ce serait un bon moment pour donner un exemple en fait de tenseur en particulier. Et le tenseur que j'ai en tête, c'est le tenseur métrique. C'est probablement le plus important pour votre vie de tous les jours. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, l'idée derrière le tenseur métrique, donc l'idée, c'est comprendre pourquoi ce tenseur-là a été introduit, c'est pour comprendre comment on peut déterminer les éléments dans le dual d'un espace vectoriel. En sachant ou en connaissant ce dans l'espace vectoriel. Comment on fait ça? Donc, par exemple, pour que cette phrase-là soit un petit peu plus claire, comment on trouve T01, qui je rappelle, c'est juste les maps ou les applications de V étoile à R, si on... Donc, exemple, si on connaît T10, qui je le rappelle, est les applications linéaires de V à R. Comment on fait ça? C'est ce qu'on va essayer de répondre, et la réponse, en fait, ça va être le tenseur métrique. Le tenseur métrique, en fait, il est responsable d'un joli théorème qui s'appelle le théorème musical, pour des raisons de notation que je n'écrirai pas ici, mais en gros, ce théorème-là, il dit qu'un espace vectoriel, du point de vue des variétés riemanniennes, pour les variétés dites de Lorentz, c'est une discussion un peu différente qu'il faudra avoir, mais en gros, théorème musical, il dit ça. Donc vous vous rappelez plutôt, on avait que la dimension de V est égale à la dimension de V étoile, mais en fait,
cet énoncé-là implique que V et V étoiles ont la même dimension. C'est un énoncé beaucoup plus puissant, en fond. Ouais. Et c'est en fait ce qu'on va observer avec un simple calcul que cette isomorphisme-là est fait. Donc en fait, pour ceux qui savent pas trop c'est quoi un isomorphisme, ça veut juste dire que les deux espaces sont pareils. Ok. Bon. Euh, G, c'est un élément, c'est simplement un élément particulier des deux zéros tenseurs, tel que G de AB appartient à R, et il satisfait première condition 1, c'est que G est symétrique dans ses arguments. Donc GAB est égal à GBA. Et aussi que les valeurs propres de G. Ok, donc ouais. Les valeurs propres de G sont positives. Et c'est là où ça diffère pour les variétés euh, de Lorentz. C'est que il y a des éléments sur la diagonale de G qui sont négatifs. Par exemple. Ok. Donc avec cette définition-là, déjà, on peut faire plusieurs calculs, mais juste avant, je vais faire une petite remarque. Pour les G', ou la condition 1 s'écrit plutôt comme G A B égale à moins GBA. Donc pour les G', pardon, qui sont antisymétriques et qui satisfait la deuxième condition, on dit que G' est deux formes. Donc toute la discussion que j'ai eue jusqu'à maintenant avec les tenseurs, euh, on peut aussi généraliser ça ou adapter ça à ce qu'on appelle des formes différentielles. Et c'est juste qu'à la place de prendre un produit tensoriel qui est symétrique, on prend un produit tensoriel qui est antisymétrique. Antisymétrique. Et par notation, habituellement, on note juste ça comme un coin, comme ça, un wedge. Donc ça s'appelle un produit wedge. Ok, c'est juste une remarque. C'est pas très important. Ok. Donc avec cette définition-là pour G, en termes des coordonnées, on peut écrire des coordonnées. On écrit ceci, qui est aussi égal. Ça c'est par définition. Juste pour rappeler que G mange le vecteur et chien en réel. Ok, avec ces définitions-là, en particulier, pour un U appartenant à V croisé, disons, on a G, U,
ceci. Et comme les tenseurs sont des objets multilinéaires, on peut sortir de ici. En avant, on peut le factoriser. Donc, ça. Et je rappelle ici que ça, c'est juste un chroniqueur. Ce qui nous pousse, dans le fond, à écrire la chose suivante. En fait, ce qui force A à être égal à nu. Donc, ici. Ça. Et cet objet-là, il n'y a rien qui nous empêche, vu qu'il y a juste un indice de libre qui est ici, il n'y a rien qui nous empêche de réécrire ça comme un nouveau U, donc U' de nu. Et ultimement, on écrit quelque chose comme ça. Ok, donc ce calcul-là, qu'est-ce qu'il nous montre? C'est que, en partant de quelque chose qui prend un vecteur, donc en partant juste de l'information sur un vecteur et en appliquant G dessus, on obtient quelque chose qui mange uniquement un vecteur. Donc, qui mange uniquement le vecteur qu'on mettrait ici et qui l'envoie au réel. Donc essentiellement, qu'est-ce que G a fait? Il a pris... Ok, donc... Il a pris un 2 tenseur. Pardon, il a pris un vecteur, U. Donc l'action de G sur le vecteur U est essentiellement un... Essentiellement une application qui habite dans le dual de l'espace vectoriel dans lequel U habite. Donc pour reformuler, en fait, vu que c'était pas très clair ce que j'ai dit, ce calcul-là nous montre qu'en appliquant G sur U, on obtient un élément qui est une application U' dans V étoile. Donc à partir d'un vecteur, on obtient une application. Et c'est ultimement qu'est-ce qu'on voulait faire. On voulait partir des éléments de V et obtenir gratuitement les éléments dans V étoile. Donc si on connaît tous les éléments de V, on connaît automatiquement tous les éléments de V étoile. Et c'est dans ce sens-là qu'on écrit que V est isomorphe à V étoile. Et cet isomorphisme-là est vrai par vertu de comment le tenseur métrique agit sur les vecteurs et sur les vecteurs dans V et les vecteurs dans V étoile. Donc la règle générale, c'est vraiment celle-ci. C'est vraiment que le tenseur métrique baisse et monte les indices. Donc le calcul tensoriel, essentiellement, c'est uniquement si vous voulez, la manipulation d'objets comme ça. D'objets avec des indices. Et ces objets avec des indices-là viennent simplement de ce qu'on appelle une application multilinéaire. Donc le tenseur, c'est ça. C'est une application multilinéaire. Ok. Et justement, juste pour motiver un petit peu toute cette discussion-là, c'est que sans vous en rendre compte, ce tenseur-là, il est purement au cœur de votre quotidien. Par exemple, tous les moments où vous utilisez des données GPS, ben, ça repose sur une équation qu'on appelle une équation comme ça. Cette équation-là, c'est l'équation Einstein. Et essentiellement, les solutions, qui est une équation différentielle vraiment compliquée quand on développe le gros G minu ici et le T minu ici. Et la solution à ces équations-là, c'est essentiellement... Solution... C'est essentiellement la métrique. Donc une équation vraiment compliquée,
qui prend en considération quel genre de type de matière il y a dans l'espace-temps que vous considérez. Euh, la solution à cette équation-là, c'est le tenseur métrique. Donc ça vous donne une idée de l'importance, en fait, de ce tenseur-là. C'est un tenseur qui est autant important pour vous permettre de savoir où vous êtes dans une ville, que vous permettre de décrire l'espace-temps autour d'un trou noir, par exemple. Donc ouais, je sais pas trop où je m'en allais initialement avec cette vidéo-là. Euh, j'ai réussi mon objectif de procrastiner comme il faut, donc ouais, merci pour votre écoute.